À la une ce soir, les personnels des EHPAD mobilisés aujourd'hui, un mouvement pour faire suite à l'appel national. Nous nous sommes rendus dans une structure de Fort-de-France où le personnel a témoigné de ses difficultés à travailler dans de bonnes conditions. Le port de Quai des Tourelles à Fort-de-France a présenté aujourd'hui ses nouveaux objectifs. Accueillir plus de croisiéristes fait partie des projets à venir. L'activité provisoire de cette saison s'annonce déjà très bonne. Égalité hommes et femmes enseignée à une centaine de jeunes filles aujourd'hui à l'occasion d'une journée défense et citoyenneté. Il s'agissait d'un atelier qui rentre dans le cadre du programme mis en place par le président Emmanuel Macron. Enfin, une voiture qui atterrit dans le jardin d'un particulier qui n'appartiendrait à personne. C'est la mésaventure que vit une Samaritaine depuis plusieurs jours. Elle demande à ce que la voiture soit retirée au plus vite, mais la situation semble très compliquée. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Ils se disent usés, à bout et de moins en moins aptes à pouvoir prendre en charge les résidents. Les personnels des EHPAD de toute la France se sont mobilisés aujourd'hui pour crier leur désarroi. Ils dénoncent des conditions indignes de prise en charge des personnes âgées qui frôlent parfois la maltraitance involontaire. Le mouvement de grève a été relayé en Martinique aujourd'hui. C'est un reportage d'Alizé Lutran et Guy Raphaël René qui se sont rendus à l'EHPAD L'Oasis à Fort-de-France. Regardez. Dans cette unité de pathologie neurodégénérative, seules 2 soignantes s'occupent des 16 résidents. Leur état demande une attention toute particulière, mais impossible de jeter un œil sur chaque patient, au détriment parfois de leur sécurité. Là, c'est la séance d'hydratation, puisque les personnes âgées, il faut en permanence les hydrater. Si on a un patient qui peut déglutir, qui peut mal déglutir, il peut faire également des fausses routes. Les soignants, déjà peu nombreux, sont même affectés à des postes qui ne leur appartiennent pas, comme le ménage. Cette multiplication des tâches les amènerait inévitablement à négliger leurs patients. On n'a pas le temps dans les soins, c'est de la maltraitance involontaire. On ne s'occupe pas vraiment du résident, pas parce qu'on n'a pas forcément l'envie, c'est juste qu'on ne peut pas. Il y a beaucoup de burn-out parce qu'on est obligé de travailler en accéléré en permanence. Les résidents, ils se plaignent. Ils se plaignent aussi c'est-à-dire qu'ils sont dans un EHPAD et ils ont l'impression d'être livrés à eux-mêmes en fait. Ici, 95 personnes âgées sont prises en charge par 80 soignants. Ce n'est pas assez, d'autant qu'en Martinique, la population est vieillissante et les maisons de retraite déjà saturées. Les financements sont aujourd'hui insuffisants pour permettre à ces structures, privées ou publiques, de fonctionner correctement. Nos dotations, les dotations provenant soit de l'ARS, soit de la CTM, ne sont pas en rapport tout à fait avec l'évolution des coûts des achats, des coûts au niveau du personnel, etc. Au bout d'un moment, il y a une stagnation qui met un petit peu la trésorerie en tension. Il manquerait aujourd'hui 2 millions d'euros de budget annuel à l'EHPAD L'Oasis. Les établissements demandent instamment au pouvoir public de leur accorder plus de moyens pour sortir la tête de l'eau. Et il y a urgence. Certaines structures du territoire sont même arrivées à court de matériel de soins. Un secteur qui n'est pas en souffrance, en revanche, celui du tourisme de croisière. Le grand port de Quai des Tourelles à Fort-de-France se tourne de plus en plus vers ce domaine. L'activité devrait s'intensifier cette saison compte tenu de la situation de Saint-Martin. Quelques chantiers seront donc engagés. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Ces 10 dernières années, le Grand Port a investi des millions d'euros en infrastructures. 1780 bateaux, soit 5 par jour, se sont amarrés à nos côtes en 2017. Pour améliorer la qualité de prise en charge des passagers et des marchandises, les chantiers se multiplient. L'objectif, c'est que les infrastructures portuaires, les quais, les terre-pleins, les grues, soient au niveau des navires. C'est une espèce de course. Les navires augmentent de taille, les flux sont redispatchés et donc les ports doivent s'adapter continuellement à ça. Donc il y a une course en fait, une compétition entre les ports pour pouvoir avoir les quais de la bonne longueur, les grues adaptées. On y a investi beaucoup ces derniers temps. Donc il y a le premier volet de la Pointe des Griffes, c'était de l'ordre de 15 millions d'euros. Cette année, on lance un projet de l'ordre de 40 millions d'euros et la logistique suivra avec 20 millions. Aujourd'hui, 300 emplois supplémentaires ont été créés face à l'affluence des bateaux de croisière chez nous. Le tourisme est un levier de développement économique, mais le Grand Port a également d'autres atouts. Une activité conteneur, une activité marchandise qui augmente de 5%,
avec des variations très contrastées. Une forte baisse sur les hydrocarbures, en raison d'arrêts techniques, notamment de la SARA, et une activité très forte en matière de bien d'équipement, puisque les entreprises martiniquaises, singulièrement celles du secteur industriel, ont investi pas mal en 2017. Et donc des évolutions contrastées. Sur les marchandises de consommation, une stabilité relative. Et sur l'automobile, là aussi une activité en légère baisse, mais après 3 années de forte croissance. Pour 2018, le Grand Port espère voir débarquer 600 000 croisiéristes. Autre enjeu également, augmenter le nombre de passagers inter-îles. Ils étaient 100 000 l'an passé. Si vous avez déjà reçu votre fiche de paye du mois de janvier, vous avez certainement remarqué quelques changements tant sur sa forme que sur le montant de vos revenus. Normalement, les nouvelles sont bonnes puisqu'il devrait y avoir une augmentation. C'est ce que nous allons voir avec Jean-Marc Dabreux. Bonsoir à vous. Bonsoir Sabrina. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Tout d'abord, la forme. Alors sur la forme, justement, on va prendre un exemple. On prend votre fiche de paye qu'on va voir apparaître à l'écran. Il y a des informations évidemment qui figurent, des informations tombent sur elle ne le veut pas salaire. apparaître. Voilà, là voici votre fiche de paye. Donc on voit bien tout en haut des informations relatives à l'employeur, tout en bas évidemment le salaire net et entre les deux, plein de lignes que j'imagine vous n'avez jamais vraiment lues. Et justement, à partir du 1er janvier, toutes les entreprises ont l'obligation d'avoir cette nouvelle fiche de paye avec des rubriques qui sont beaucoup plus simplifiées. C'est fini, ces lignes URSSAF, etc. On a des rubriques, notamment santé, etc., qui permettent d'avoir une meilleure visibilité. C'est le résultat d'une réforme qu'avait lancée François Hollande, ce choc de simplification qui visait à rendre plus simple donc, les actes administratifs de quotidien pour les Français. Et bon, voici le résultat. Alors, il semble qu'il s'agisse d'une très bonne nouvelle pour les salariés du privé puisque les revenus augmentent. Alors, ça n'a pas vraiment à voir avec ce changement de forme pour la fiche de paye, mais de façon, on va dire par hasard, la réforme d'Emmanuel Macron, cette proposition d'Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, est entré en fonction. Il a décidé de baisser de 0,75%. Il a carrément supprimé la cotisation chômage sur les salaires et a réduit de 2,4% donc d'autres cotisations, ce qui permet d'avoir une baisse du salaire pour un salarié qui est payé au SMIC. Une hausse du salaire, vous avez raison, pour un salarié qui est payé au SMIC, cela équivaut à 7,44 €. Alors, il ne faut pas oublier que derrière cette hausse du salaire et donc cette baisse de charges, il y a une augmentation de ce qu'on appelle la CSG, c'est la contribution sociale généralisée, qui elle augmente de 1,7 points. Et si tous les salariés vont devoir contribuer à cette augmentation, il y en a qui vont contribuer plus, ce sont les retraités qui vont donc payer, alors qu'eux, ils n'auront pas droit justement à la baisse sur les autres cotisations. Voilà ce que l'on peut dire sur cette nouvelle fiche de paye et surtout sur cette nouvelle augmentation qui va durer dans le temps puisque au mois de septembre, il y aura encore d'autres baisses qui vont permettre aux Français, à plus de 21 millions de salariés, de voir leur salaire augmenter un peu plus cette année. Très bien, bonne nouvelle pour nous, notamment salariés du privé. Merci à vous, Jean-Marc Dabreux. Et nous poursuivons avec cette journée de défense et citoyenneté un peu particulière aujourd'hui, puisqu'elle a rassemblé une centaine de jeunes filles au quartier Gerbaud à Fort-de-France. Pour faire suite à la cause nationale décidée par Emmanuel Macron, c'est la thématique égalité homme-femme qui a été au cœur des informations dispensées. Voyez les précisions recueillies par Luce Sabas. C'est pour mobiliser un peu tout le monde, surtout les femmes, à savoir vraiment ce qu'elles veulent. Si elles veulent vivre dans une vie où il n'y a pas forcément d'égalité, ce qui ne peut pas les déranger, ça dépend vraiment. Ou si elles veulent participer, on va dire, à la lutte pour une liberté. Les filles ont l'habitude de se diriger vers de la gestion, des trucs comme ça. Et il y en a peut-être qui se disent qu'elles, peut-être qu'il y en a qui veulent faire des métiers que la société dirait que ce sont des métiers masculins, alors que une fille serait capable de le faire. Du coup, si je devais me rediriger vers l'armée, j'aurais vraiment aimé être au même stade qu'un homme, de ne pas me dire que je suis mineure à un militaire qui a le même grade que moi. Elle recevait un message
qui en fait venaient rencontrer quelque chose qu'il fallait déconstruire chez elles. C'est un ensemble de croyances qui ne tient pas la route en fait. Il y a des compétences qu'il faut laisser s'exprimer et pour surtout ne pas subir cette, je dirais, être rétrogradé toujours dans les métiers de service qui sont les moins bien rémunérés, mais de laisser s'exprimer leurs motivations et leurs compétences. L'institution militaire a complètement réussi le pari de la féminisation. On est sur un système totalement égalitaire, puisque à compétences égales, les responsabilités égales, le salaire sera le même également. Donc voilà, ce qui est certain, c'est que c'est la compétence qui est prise en compte, quel que soit le sexe. Toujours dans le principe d'égalité, mais pour tous cette fois-ci, le président de la collectivité a présenté ses vœux aux membres de la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap. Si la structure enregistre déjà une baisse du temps d'attente du traitement des dossiers depuis cette année, il a présenté ses objectifs ce matin. Voyez les réactions recueillies par Jean-Marc Dabreux. 50% des dossiers déposés concernent des personnes âgées entre 20 et 59 ans. Et puis après les 50%, c'est 24% de dossiers qui concernent des personnes qui sont âgées de plus de 60 ans et 26% pour des enfants. Alors la différence, les quelques différences qu'on voit avec la métropole, c'est que par exemple nous avons un nombre de dossiers qui concernent les enfants plus élevé qu'en métropole. Le profil après des personnes en termes de pathologie, donc il y a beaucoup bien sûr de personnes en situation de handicap moteur, handicap visuel, mais le handicap prédominant ici en Martinique comme en métropole, c'est tout ce qui concerne le handicap psychique, le handicap mental, des handicaps invisibles en fait, des handicaps qu'on ne voit pas et qui, on a l'impression comme ça passe à l'as, mais beaucoup plus de personnes sont concernées que ce qu'on le croit. Restez avec nous à suivre. Dans cette édition, nous irons en Guadeloupe où le service des urgences du CHU a pris ses quartiers dans les services des consultations externes. Une situation provisoire pour faire face au déménagement de l'hôpital de campagne. Et puis, la grogne des enseignants de Guyane prend de l'ampleur. 8 établissements scolaires sont restés portes fermées aujourd'hui. Je vous le disais, l'hôpital de campagne mis en place provisoirement en Guadeloupe suite à l'incendie qui a ravagé une partie du CHU a officiellement cessé ses activités. Le service des urgences n'étant pas encore prêt, une solution provisoire a été élaborée. Le transfert a déjà eu lieu, mais la question se pose alors de la bonne organisation des nouveaux services. C'est un reportage de Linda Kersi. L'hôpital de campagne de l'Escrime plie bagages pour des murs en dur. Nouvelle installation des urgences provisoires opérationnelles. Le tour de force qui a été fait hier, c'était que sans arrêter l'activité des urgences qui est au fil d'eau en permanence, c'est qu'on puisse dans la journée évacuer totalement l'attente de l'Escrime. Donc ça a été fait avec difficulté puisque pour arriver à coordonner chaque équipe, c'était pas simple. Donc de temps en temps quelques coups de gueule malheureusement, mais ça s'est passé finalement 18 h. Le dernier patient de l'Escrime quittait l'Escrime pour venir ici, donc le contrat était tenu. Objectif, concentrer les moyens humains et matériels dans un même lieu pour des soins optimaux. Maintenant, au point de vue espace, c'est évident que c'est un lieu qui est pas mal dans le sens où il y a pas mal de bureaux, mais qui n'est pas un lieu d'urgence. Donc il a fallu qu'on fasse un gros travail de réadaptation, de réhabilitation de cet espace-là pour le rendre un espace pour l'urgence même. Donc apporter l'oxygène, apporter des accès pour les brancards, apporter des moyens informatiques, apporter des moyens pharmaceutiques, etc. Donc tout ce système-là est un moyen est un équipement qu'il a fallu articuler, organiser dans un délai court. Mais bon, ça s'est fait. Et là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, donc après 1 jour et demi de décision, on commence un petit peu à voir le jour. Ici seront concentrées que les urgences non chirurgicales. La chirurgie est toujours basée à la clinique des Eaux-Claires. Tout est régularisé. On a un petit détail, c'est sur l'informatique, parce que le réseau informatique n'était pas adapté au point de vue puissance, donc ils sont en train de travailler dessus là. Et donc je pense que dans 1 heure de temps maximum, on aura réglé le problème informatique. Donc là, effectivement, on commence à devenir réactif et adapté à la demande. Maintenant, on a toujours le problème d'espace, de volume, mais comme on l'avait dans notre service, puisque tout le monde sait bien qu'on a le problème de couloir, de problème d'aval, et on rappelle toujours que l'hôpital n'est pas ouvert à 100%. Donc ce qui fait qu'on a un manque de lits cuisants d'aval par service. Donc ces patients-là, ils sont chez nous. Le 23 février, le personnel des urgences devrait réintégrer son service. Celui-ci aura été entre-temps entièrement rénové.
Parlons maintenant des véhicules hybrides et des prises en charge spécifiques qu'ils nécessitent en cas d'accident. Pour y faire face, une session de formation est organisée cette semaine pour les pompiers de Guadeloupe. Un apprentissage inédit pour les hommes du feu qui, Yvan Lemar, a suivi pour vous. Regardez. Durant une semaine, 14 formateurs du SDIS suivront cette formation pratique sur les véhicules nouvelle génération et leur technologie. Vous savez, il y a de nouvelles technologies aussi bien en énergie qui sont utilisées un peu partout en France. En Guadeloupe, on retrouve également ces nouvelles énergies. Donc, on a donc de l'hybride, de l'électrique, mais également il y a aussi des nouvelles technologies dans la construction des véhicules. Ce qui fait que pour nos sapeurs-pompiers qui interviennent et pour la population guadeloupéenne, il y a de nouveaux risques et donc pour pouvoir intervenir, pour avoir une meilleure sécurité de notre personnel et la sécurité aussi des victimes, donc nous avons mis en place cette formation afin que les sapeurs-pompiers Guadeloupe soient mis au courant et puis soient aux normes de toutes ces nouvelles technologies. Lors de cette formation, l'accent sera mis sur les différentes phases de l'intervention pour secours routier et pour feu de véhicule. On va décomposer les 5 phases de cette intervention, avec une première phase qui va consister à sécuriser la zone d'intervention qui comprend l'accident avec les véhicules. La deuxième phase qui va comprendre la sécurisation du véhicule proprement dit lui-même, le véhicule accidenté ou les véhicules accidentés au regard de l'énergie embarquée. Une troisième phase qui va comprendre la prise en charge des victimes de l'accident de circulation, donc la phase classique de secours à personne. Une quatrième phase qui va consister à, avant de découper, à regarder ce qu'on a comme élément sur le véhicule de nouvelles technologies, à l'endroit où on veut découper. Par exemple, la question à se poser, c'est est-ce que si moi je découpe ici, je ne vais pas avoir un airbag ou un prétentionneur ou tout élément pyrotechnique qui va m'impacter. Et dernière phase, c'est la phase de découpe du véhicule et donc de sortie de la victime, qui est la dernière phase avant le transfert à l'hôpital. Après cette semaine, cette formation sera dispensée dans chaque centre de secours afin que l'ensemble des pompiers de la Guadeloupe soient formés. Direction la Guyane avec la grogne des enseignants qui est montée d'un cran aujourd'hui. 8 établissements scolaires sont restés portes fermées. Les grévistes se sont rendus devant le rectorat et la préfecture ce matin. C'est un reportage de Pierre Trifou. Ce matin, aux portes du rectorat, le personnel scolaire du lycée professionnel Michotte et des collèges Auxence-Contoux et Concorde se sont réunis pour protester contre la violence dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, les gens qui viennent amener l'insécurité dans les établissements et aux abords des établissements se sentent complètement libres de faire ce qu'ils veulent, puisqu'il n'y a pas de réponse judiciaire derrière qui peuvent être données, puisqu'on n'a pas les moyens de pouvoir donner ces réponses-là. Au même moment et pour les mêmes raisons, les 5 collèges de Saint-Laurent-du-Maroni sont aussi en grève. Rappelez-vous, le mouvement social l'année dernière, il était quand même parti sur de l'insécurité, quoi. Si on n'arrive pas à régler l'éducation de la jeunesse guyanaise, eh bien les problèmes vont toujours perdurer dans le temps, quoi. Et ça sera même certainement les jeunes qui vont s'occuper de nous si on ne s'occupe pas d'eux correctement. Une délégation a rencontré la direction académique à Cayenne, mais la rencontre n'a pas abouti à une entente entre les syndicats et l'académie. Une réunion un peu décevante parce qu'effectivement le discours était le même, on s'y attendait, on sait ce qui se passe, on vous a compris, on va faire remonter vos difficultés au ministère, on va négocier avec le ministère, mais toujours dans notre condition de fonctionnaire et de représentant du ministre. Donc pas de position forte marquée, aucun engagement. Les personnels enseignants espèrent une rencontre avec le préfet afin de demander une dotation particulière plus importante pour la Guyane. Mais devant la préfecture, l'organisation de la délégation se complique. Les collègues de l'UNSA Éducation que nous représentons, donc l'organisation syndicale majoritaire, a été mise à la porte par des organisations syndicales minoritaires, tout simplement sous prétexte que c'est eux qui ont demandé le rendez-vous, alors que nous avons l'habitude de travailler en intersyndical. Nous sommes là pour l'intérêt commun et pas pour une chapelle syndicale et pas uniquement pour faire avancer des dossiers qui ne permettent qu'aux collègues d'avancer. La délégation sera reçue par le sous-préfet pour demander, entre autres, une augmentation d'assistants à l'éducation permettant davantage de surveillance des élèves. À la sortie, c'est encore une déception pour le personnel enseignant. La réponse, c'est sur la sécurité en général. La semaine prochaine, un état-major de sécurité avec l'ensemble des élus, des fonctionnaires et a priori les 2 fédérations de parents d'élèves. Donc ça, on verra ce qu'il en découlera. Sur les problématiques spécifiques des postes, je suis très inquiet. Car il ressort quand même qu'on aura très peu de choses. En attendant une réponse positive à leurs revendications, la grève est maintenue demain dans certains collèges.
Nous restons en Guyane avec un dossier beaucoup plus léger. Nous vous emmenons en immersion dans un groupe de rue qui participera au Cayenne Music Festival ce vendredi. Un grand rendez-vous pour tous les passionnés de musique traditionnelle. C'est un reportage de Jonathan Lariot. Pas le temps de traîner pour Pascal Lama, chef d'orchestre du groupe Mayuri-Tchoneg. Il met un point d'honneur à ce que tout soit parfait. Inscrit à la première édition du Cayenne Music Festival, le groupe répète inlassablement. Chorégraphie et rythme musical, le groupe Mayuri-Tchoneg met les bouchées doubles pour cette année. La musique de Mayuri-Tchoneg, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance, c'est une envie de s'amuser et puis en même temps une envie de travailler sérieusement. Avant, il n'y avait pas tout ça, mais maintenant on est obligé d'évoluer pour faire plaisir aux gens. Carnaval toujours, mais en Guadeloupe avec un village organisé aujourd'hui à l'occasion de la Bemao Mimas. De nombreuses animations ont été proposées sur place avec au programme défoulement en tout genre. Linda Kayarsi. Jeux gonflables, pêche à la ligne, maquillage ou encore la confection de marionnettes géantes. Au village Bemao Mimas, les animations sont nombreuses et cette année, l'accent est mis sur le tri et le recyclage. Tout démarre banalement avec des morceaux de papier, du carton, de l'eau et de la farine. Et on arrive à faire des merveilles. Donc aujourd'hui, on n'a pas emmené de marionnettes géantes sur le village du carnaval de la ville de Bemao, mais on a emmené des éléments pour que les enfants puissent s'initier au papier mâché. Pour cette deuxième édition, les écoliers de Bemao sont au rendez-vous. Départ d'une longue série de festivités, débats, ateliers cas, soirées carnavalesques. Tout un programme. Donc on aura un temps fort chaque jour de la semaine. Aujourd'hui le village, demain la soirée débat au centre culturel Gérard Loquel. Nous aurons notre grand déboulé sportif. Vendredi soir, une soirée qui s'appelle le Biformas. Donc c'est une soirée masquée. Nous aurons ensuite le samedi le Massatimoun. Donc nous avons ensuite samedi soir les Roses. Donc on va commencer par le coup de tambour à Timoun. Apothéose du Bemao Mimas, la grande parade de dimanche. Une quarantaine de groupes est attendue. Allez, on revient en Martinique et nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Trinité avec ce sauvetage d'un bodyboarder à la plage du Bourg. Il s'est retrouvé en difficulté à une cinquantaine de mètres du rivage. Il a été pris en charge par les secours. L'occasion pour nous de vous rappeler les consignes de sécurité à respecter en cette période de vigilance jaune. La vigilance devrait être levée demain matin. Direction Sainte-Marie, avec une mésaventure insolite que vit une riveraine. Depuis quelques jours, une voiture a atterri dans son jardin par accident. Aujourd'hui, il est impossible d'identifier le propriétaire, alors que bien évidemment, la propriétaire de la maison voudrait que la voiture soit retirée le plus rapidement possible. Hubert Bornil et Johan Boulard se sont rendus sur place. Regardez. 3 jours après l'accident, la famille Moore se demande encore qui va venir enlever cette épave. En tout cas, un accident qui aurait pu avoir des conséquences assez fâcheuses. Maintenant, pour me bouillir, je vais regarder, et je regarde l'autre qui fait un vol plané. Il passe dans les terrains, qui habite dans les terrains voisins en face là, 4 francs. Cette sortie de route pour le moins spectaculaire aurait pu avoir de graves conséquences. Il suffit tout juste de regarder la trajectoire prise par le véhicule. Ce monsieur qui passe beaucoup de temps dans son jardin semble être encore sous le choc. À n'importe quel endroit, on peut déraper et puis entrer dans la maison aussi. C'est ça. Mais on n'a pas à respecter les limitations de vitesse là. C'est tiré au fait tous les soirs à sous route. Selon les dires, la petite Punto transportait 3 individus qui ont vite pris la poudre d'escampette après l'accident. Mais ce qui dérange le plus la famille Moore, c'est la vue de ce véhicule près de leur maison. Personne n'est venu parler pour nous dire il y a des trucs à faire ou telle personne doit venir nous voir, rien du tout. Voilà comment on se retrouve là, avec une voiture. On m'a fait cadeau d'une voiture. Pour le carnaval? Je ne sais pas. Et je ne fais pas le carnaval pourtant. Dès le lendemain de l'accident, les gendarmes sont venus sur place.
Il semble que le véhicule a un propriétaire autre que ceux qui le conduisaient ce jour-là. Seule l'enquête pourra apporter plus de lumière à cette affaire. Des démarches ont été aussi faites du côté de la police municipale, mais sans résultat pour l'instant. Alors, renseignement pris du côté de la police, vu que le véhicule se trouve sur un terrain privé, il appartient donc au propriétaire de faire les démarches, mais surtout aller d'abord faire une déclaration auprès de la gendarmerie. Bon courage à cette dame. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.